Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Madame Guessant. Bonjour, Monsieur Bassabi. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. Merci à tous les participants qui ont pris le rendez-vous et je m'excuse au nom de tout le cabinet Bass Consulting et également de Praxis CNA de ce léger retard de 5 minutes dû à euh, des contraintes techniques qui ont été résolues pour votre plus grande satisfaction lors de ce webinaire que nous entamons. Un peu atypique parce que Bass Consulting n'est pas connu quand même pour être, pour se positionner quand même du côté des défenseurs du secteur privé. Ça ne va pas aussi être le cas, on vous rassure. Ça va beaucoup plus être un débat d'échange de responsabilités. Donc, pour nous entretenir sur cette thématique de webinaire, je pense que vous avez bien vu la personne qui est là pour vous entretenir, Madame Josiane Marie-Paul Nguessan, qui est, qui a une double casquette comme la mienne d'ailleurs, qui est déjà consultante experte en marché public et aussi manager général du cabinet Praxis CNA. Donc, une casquette à la fois d'expert en marché public qu'elle va aborder, mais aussi une casquette d'entrepreneur, parce qu'en tant que manager d'un cabinet, elle est aussi du côté du secteur privé. Donc, doublement à titre individuel et aussi à titre moral. Donc, bienvenue, Madame Nguessan. Merci, Monsieur Bassabi. Merci. C'est Donc, vous avez la parole et 30 minutes de présentation de façon classique et 30 minutes de questions-réponses également à travers le chat et le voice. Merci beaucoup à tout le monde et très bon webinaire. Madame Guessan, c'est à vous désormais. Merci, Monsieur Bassabi. Alors, c'est avec un grand plaisir que je me tiens devant vous. Et comme vous le savez, nous sommes là pour une thématique qui sera très intéressante. Et j'espère que ça sera votre cas. Et alors, pour ce faire, je vais devoir partager un PowerPoint. Et à partir de ce PowerPoint, on pourra éventuellement savoir le fond de ma pensée. Et j'espère bien que personne ne se sentira visé. Alors, OK. Nous recevons le PowerPoint. Oui, je veux l'agrandir. L'agrandir. Ou Hmm. si vous voulez aller en mode diaporama, il n'y a pas de Oui, problème. c'est ce que je Ça veux faire. pourrait Mhm. automatiquement, C'est ce que ça je veux pourrait faire. automatiquement grandir. Donc, allez sur le mode diaporama et cliquez juste sur cela. OK, voilà. Non, ça, le mode diaporama à l'extrême droite, en haut. Je le vois pas. C'est tout en haut. OK, c'est fait. Voilà. Hmm. Voilà, il y a à partir du début et on est bon. C'est ça. Très bien. Voilà, merci. Alors, la thématique qui nous réunit ici, vous la voyez bien, c'est la qualité des offres, miroir de la qualité de la passation. Quelqu'un me disait, mais madame, il y a une répétition de mots. Et avec Monsieur Bassabi, on était en phase. Non, c'était pas une répétition de mots, mais c'était un jeu de miroir, si je peux dire ça comme ça. Le mot qualité avait toute sa place, toute sa raison d'être dans cet intitulé. La qualité des offres. Vous voyez que la connexion ici, c'est le miroir du genre qualité des offres, qualité de passation. Est-ce qu'il y a une histoire de, comment dirais-je, de responsabilité partagée? On le saura très bien. Alors, en termes d'introduction, je dirais que, vous savez, lorsqu'un marché public, comment dirais-je ça? Attendez, hein, je veux déplacer. Ah, oh là là, désolée, hein. Nous autres, les femmes, nous sommes, voilà, c'est bon.
Alors, je disais que lorsqu'un marché public rencontre des difficultés, à quel moment pensons-nous généralement que le problème est survenu? On ne sait pas si c'est au moment où les entreprises déposent leurs offres, ou au moment de l'évaluation, ou au moment de l'attribution, ou lorsque les problèmes interviennent durant l'exécution, avec les retards, avec les réclamations. Et quelquefois, il arrive que on se demande parfois si le problème est apparu juste parce qu'il y a eu résiliation du marché. Alors, je dirais souvent que la réponse dépend de la position qu'on occupe dans la commande publique. Oui, du côté de l'autorité contractante, il peut arriver que l'offre, on se dise que l'offre n'est pas conforme, elle est insuffisamment compétitive, ou on pense que, on regarde naturellement l'entreprise, on se dit qu'elle n'a pas bien lu le dossier, on se dit qu'elle dispose, est-ce qu'elle dispose des capacités nécessaires? Aussi, est-ce qu'elle a eu le temps de préparer son offre? Voilà toute une série de questions que l'autorité contractante se pose. Et du côté de l'entreprise, le regard peut être différent. On peut considérer que le besoin n'est pas suffisamment clair. Excusez-moi, je fais la séance depuis la maison, donc il y a un peu de remue-ménage. On peut considérer que le besoin n'est pas suffisamment clair, que certaines exigences étaient disproportionnées, oui, voilà, où les critères manquaient de sélection. Et donc, comme je le disais, en fonction de là où on se positionne, on peut jeter la faute sur l'autre. Voilà. Et par exemple aussi, euh, oui, j'ai touché l'autorité contractante, j'ai touché l'entreprise, mais je voudrais qu'on se pose une question. Est-ce que les difficultés que nous constatons dans l'offre, pendant l'évaluation ou même pendant l'exécution, trouvent-elles toujours leur origine au moment où elles deviennent visibles? Ou certaines peuvent naître beaucoup plus tôt, ou bien est-ce que ces difficultés peuvent être perceptibles dès la préparation du marché? Ce sont des questions comme ça auxquelles j'aimerais qu'on réfléchisse. Voilà. Et cette question m'intéresse particulièrement parce que durant mon parcours, j'ai eu, comme M. Bassabi l'a dit, j'ai plusieurs casquettes. Voilà. J'ai été avec l'autorité contractante, j'ai aussi travaillé du côté de la régulation et aujourd'hui, j'accompagne les entreprises dans la préparation de leurs offres. Alors, cela m'a conduite à une conviction. Une entreprise ne prépare jamais son offre dans le vide. Il faut qu'on le retienne. Une entreprise ne prépare jamais son offre dans le vide. Elle répond à un besoin qui a été défini. Elle travaille à partir d'un dossier d'appel d'offres, d'un dossier d'appel à concurrence que nous avons élaboré. Aussi, elle construit sa proposition à partir de spécificités, spécifications techniques, de critères, de délais et de conditions que nous avons probablement préalablement fixées. Voilà. Et donc, du coup, cela ne retire en rien, je vous le dis, la responsabilité de l'entreprise. Non, cela ne retire en rien la responsabilité de l'entreprise. Mais bien au contraire, cela signifie que la qualité de son offre est également influencée par la qualité du cadre dans lequel nous l'appelons à soumissionner. D'où notre thème, la qualité des offres, miroir de la qualité de la passation. Alors, le point d'interrogation est essentiel. Je ne dis pas qu'une mauvaise offre est automatiquement la conséquence d'une mauvaise passation. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis plutôt, une entreprise peut recevoir un excellent dossier d'appel à concurrence et produire malgré tout une offre insuffisante. Je pense que nous sommes d'accord sur ce point. Aussi, nous devons également nous demander, peut-on exiger durablement à des entreprises des offres pertinentes, comparables et compétitives si le cadre qui leur est proposé manque lui-même de clarté, de cohérence ou de prévisibilité? Nous allons donc examiner 4 dimensions. La qualité des offres comme enjeu de performance, les effets en chaîne d'une préparation insuffisante, les attentes du secteur privé,
puis le rôle du SPM dans le passage de la conformité à la performance. Alors, commençons par comprendre pourquoi la qualité des offres constitue en elle-même un véritable enjeu de performance. Voilà les différents points. Comme je vous l'ai dit, nous allons voir en grand 1 la qualité des offres, qui est un enjeu de performance. La qualité du DAO à l'exécution, les effets en chaîne d'une préparation insuffisante. Le regard du secteur privé, ses attentes pour produire de meilleures offres. Le SPM au cœur de l'équation de la conformité à la performance. Alors, comment je fais ça? Voilà, parfait. Pour ce qui est de ce point, la qualité des offres, un enjeu de performance. Je dirais ceci. Lorsque nous parlons d'une offre de qualité, nous pensons d'abord à sa conformité. Les pièces sont-elles présentes? Les formulaires sont-ils correctement renseignés? L'offre est-elle signée? Les critères de qualification sont-ils satisfaits? Tout cela est évidemment indispensable. Je peux le dire ainsi, tout cela est indispensable. Mais une offre de qualité ne peut être réduite à une seule conformité. Elle doit également montrer que l'entreprise a compris le besoin, qu'elle propose une solution techniquement pertinente, qu'elle présente un prix réaliste et qu'elle dispose réellement des capacités nécessaires pour exécuter le marché. Prenons la concurrence. Recevoir 10 offres ne signifie pas nécessairement bénéficier d'une concurrence effective. Si sur 10 offres, 7 sont éliminées et que 3 restantes sont techniquement faibles, où la véritable concurrence suppose donc plusieurs offres sérieuses, conformes et compétitives. La qualité des offres facilite également l'évaluation. Lorsque des offres sont structurées et comparables, les critères peuvent être appliqués plus objectivement et la décision d'attribution peut être justifiée. À l'inverse, lorsque les offres sont ambiguës, incomplètes ou difficiles à comparer, les risques d'interprétation augmentent et la décision peut davantage être contestée. Du coup, nous pouvons donc retenir une première chaîne, celle-là, de bonnes offres, une meilleure concurrence, une évaluation plus objective, une attribution plus pertinente. Mais l'enjeu va encore plus loin, car la finalité d'un marché n'est pas de désigner un attributaire, elle est de satisfaire un besoin public. L'entreprise retenue doit donc être capable réellement de transformer ce qu'elle a écrit dans son offre en résultat concret pendant les années. Je peux l'exprimer ainsi. Du coup, le message que nous devons retenir, c'est que la qualité des offres n'est pas une simple question de conformité. Elle constitue un véritable levier de performance et bien évidemment de la commande publique. Alors, si nous devons attendre des entreprises des offres de qualité, nous pouvons analyser cette qualité indépendamment du dossier à partir duquel elles ont été préparées. Je suis obligée d'aller un peu vite puisque nous avons 30 minutes pour que nous puissions... J'aime faire le question-réponse. Ça fait un genre de QCM. Alors, du coup, en ce qui concerne du DAO à l'exécution, c'est un effet en chaîne. Vous voyez, selon mon slide, préparation du marché, qualité du dossier d'appel à concurrence, qualité des offres, évaluation, attribution, exécution. Et à la fin, satisfaction du besoin. Alors, à ce niveau,
je dirais, c'est ici que se trouve le cœur de notre réflexion. Je voudrais néanmoins préciser une chose. Il ne s'agit pas de dire qu'un mauvais dossier d'appel à concurrence produit automatiquement une mauvaise offre. Ce n'est pas le cas. L'entreprise reste responsable de l'offre qu'elle dépose. Elle doit lire le dossier, apprécier ses capacités, demander des éclaircissements lorsque cela est nécessaire et produire une offre sérieuse et compétitive. Mais il faut également reconnaître que la qualité de cette offre dépend des informations, des exigences et des règles qui lui sont communiquées. Et surtout, une insuffisance en amont peut se déplacer tout au long de la chaîne. La préparation du marché, le dossier d'appel d'offres, les offres qui sont mauvaises aussi, l'évaluation, l'attribution, l'exécution et la satisfaction du besoin. Une faiblesse au départ peut donc produire des effets beaucoup plus tard. Je préfère ainsi parler d'effets en chaîne plutôt que d'une causalité automatique. Alors, vous voyez ici, je me suis amusée à regarder un peu les différentes décisions rendues à cet effet. Et j'ai trouvé au Bénin une décision rendue par l'ARMP sur une situation. Alors, dans les faits, ici, le plan détaillé était absent. Le DQE non conforme au plan, les quantités PM et le CCTP étaient absents. Le problème, les entreprises doivent interpréter un dossier incomplet ou incohérent. Si vous voyez mon slide, j'ai mis la référence de la décision au bas du slide. Si vous partagez mon écran, vous voyez bien. Et la position du régulateur était celle-là. Les incohérences doivent être corrigées avant le dépôt et l'évaluation des offres. Alors, je m'explique. Une commune avait lancé un marché de travaux, mais les entreprises constatent plusieurs anomalies dans le dossier. Certains plans détaillés sont absents. Le devis quantitatif, comme je l'ai dit, n'est pas conforme au plan. Certaines quantités sont simplement indiquées PM et le CCTP est absent. Et certaines prestations apparaissent dans la consistance de travaux sans figurer correctement dans le devis. Alors, quand nous nous plaçons du côté de l'entreprise, comment peut-elle chiffrer correctement une prestation si les qualités ne sont pas clairement définies? Comment peut-elle construire une proposition technique précise si certains plans sont absents? Et surtout, comment l'autorité contractante pourra-t-elle comparer les prix si les entreprises n'ont pas toutes compris ou chiffré exactement la même chose? Et du coup, l'ARMP du Bénin a estimé que les incohérences devaient être corrigées avant le dépôt et l'évaluation des offres. Moi, la question que je pose, c'est comment préparer objectivement des prix si les entreprises n'ont pas chiffré exactement la même prestation? C'est cette question que je me suis posée et c'est cette question que j'aimerais vous poser également. Ce qu'on pourra retenir de cette décision, c'est qu'on ne peut pas demander aux entreprises de répondre avec précision à un besoin qui leur est présenté avec imprécision. Du coup, une insuffisance du dossier d'appel à concurrence ne fragilise pas seulement la préparation des offres, elle peut également se déplacer vers l'évaluation. D'où mon second point de cette deuxième partie, quand l'exigence du dossier d'appel à concurrence devient un enjeu d'évaluation. On a une décision à cet effet qui a été rendue par l'ARCOP de la Côte d'Ivoire. Les faits sont ceux-ci. Dans une procédure de l'imprimerie nationale, le dossier d'appel à concurrence exigeait notamment une autorisation du fabricant ou une autorisation délivrée par un revendeur agréé. Et du coup, l'entreprise il y a une entreprise voilà, c'est affiché ici, multiprojet est éliminé. Elle conteste cette décision en soutenant avoir fourni une attestation délivrée par son distributeur agréé, par le fabricant, bien évidemment.
Et le litige porte donc directement sur l'interprétation d'une exigence du dossier et sur son application au moment de l'évaluation. Mais ce qui m'intéresse ici n'est pas seulement le recours, c'est la question qui nous oblige à se poser en tant que SPM. Lorsque nous rédigeons une exigence dans un dossier d'appel à concurrence, avons-nous suffisamment réfléchi à la manière dont elle sera comprise par l'entreprise et appliquée demain par la commission d'évaluation? Les critères et exigences influencent l'entreprise avant même le dépôt, nous ne l'oublions pas. Elle décide de mobiliser certains experts, de rechercher des partenaires, d'investir dans sa méthodologie ou parfois même de renoncer à soumissionner. Alors, un critère ne donne pas seulement un outil d'évaluation, il influence directement la construction de l'offre. Et pour moi, il serait judicieux de comprendre ici qu'une exigence mal comprise ne devient pas un problème le jour de l'évaluation. Le risque existe dès sa rédaction. Et surtout, la qualité d'un critère ne se mesure pas à son niveau d'exigence, mais à sa pertinence par rapport aux besoins et aux risques que l'autorité contractante cherche à maîtriser. Alors, on a une autre décision qui concerne la transparence, quand la transparence fragilise la continuité de la procédure. C'est une décision aussi qui a été rendue par l'ARCOP en Côte d'Ivoire et les références sont au bas du slide. Et les faits, je vous explique vite fait. Une entreprise voit son offre rejetée dans une procédure conduite par la mairie de Cocody. Et elle demande le rapport d'analyse afin de comprendre les raisons de son élimination. Mais la réponse intervient 26 jours après sa demande. Pendant ce temps, l'entreprise doit déjà envisager ou exercer ses voies de recours. Alors, la question que nous pouvons nous poser, c'est que fait une entreprise qui ne comprend pas pourquoi son offre a été rejetée et qui ne reçoit pas rapidement des informations nécessaires? Très souvent, elle conteste. Dans cette affaire, l'organe de régulation constate le retard, mais considère que celle-ci n'a pas empêché l'entreprise d'exercer son recours et qui ne justifie donc pas à lui seul l'annulation de la procédure. Du coup, toute irrégularité n'entraîne pas automatiquement l'annulation. Cette décision nous permet de garder une approche équilibrée. Mais elle nous rappelle aussi que la transparence fait partie de la qualité de la passation. Une décision bien motivée et correctement communiquée permet à l'entreprise de comprendre son élimination. Elle renforce la confiance et peut prévenir certaines contestations. Et du coup, le message à retenir ici, c'est que la qualité de la passation concerne aussi la qualité de l'information communiquée aux entreprises. Alors, du coup, ce que nous devons retenir de cette partie 2, une insuffisance dans la préparation ne disparaît pas nécessairement à l'attribution. Comme je l'ai dit, elle peut affecter la compréhension et la comparabilité des offres, elle peut fragiliser l'évaluation et l'attribution, elle peut provoquer des contestations, des recours ou des retards, et elle peut révéler certaines insuffisances durant l'exécution. Alors, nous arrivons à la partie que j'aime bien, le regard du secteur privé au cœur de toute cette équation. Vous voyez, j'ai mis 4 points. Le besoin clair et un dossier d'appel d'offres cohérent. Comprendre exactement ce qui est attendu. Le secteur privé veut avoir des exigences pertinentes et proportionnées, évaluées sur les capacités réelles nécessaires. Le secteur privé veut avoir une procédure prévisible et transparente, disposer des mêmes informations dans les mêmes conditions. Le secteur privé voudrait une évaluation fidèle aux règles annoncées, être jugé selon les critères connus dès le départ. Alors, je dirais,
Nous avons parfois tendance à séparer totalement la passation et l'exécution. Oui, nous avons, et dans ce cas-là, nous nous rendons compte que quand le secteur privé commence à des exigences de ce genre, on est tout aussi étonné, alors que tout va de pair. Et du coup, lorsque nous sommes SPM, nous connaissons la procédure, nous connaissons nos formulaires, nous savons pourquoi certaines exigences ont été introduites. Nous connaissons souvent le besoin et son historique, mais l'entreprise ne connaît du besoin que ce que le dossier lui en dit. Elle ne doit pas avoir à deviner une intention. Alors là, pas du tout. Alors, vu qu'elle ne doit pas deviner notre intention, c'est l'un des constats que je fais aujourd'hui lorsque j'accompagne les entreprises dans la présentation de leurs offres. Il existe parfois un écart entre ce que le rédacteur pense avoir clairement écrit et ce que le soumissionnaire comprend réellement lorsqu'il doit transformer le dossier d'appel à concurrence en offre technique et financière. Si je devais résumer les attentes du secteur privé, je les regrouperais autour de 6 mots: clarté, pertinence, proportionnalité, prévisibilité, transparence et constance. De la clarté pour comprendre le besoin, de la pertinence dans les exigences, de la proportionnalité dans les critères de qualification, de la prévisibilité dans la conduite de la procédure, de la transparence dans l'accès à l'information et de la constance dans l'application des critères annoncés. Le secteur privé ne demande donc pas nécessairement moins de règles. Il demande surtout des règles claires, pertinentes, proportionnées, appliquées de manière constante. Et la formule que je retiendrai ici, c'est celle-ci. Dites-nous clairement comment nous serons évalués, puis évaluez-nous exactement selon ces règles. Voilà. Et du coup, parce qu'une entreprise construit son offre en fonction des règles annoncées, elle choisit ses experts, elle construit sa méthodologie, elle calcule son prix, elle décide éventuellement de se constituer en groupement ou pas, et une fois les offres déposées, les règles du jeu ne devraient plus changer. Cette prévisibilité protège l'entreprise contre l'arbitraire, mais elle protège également la commission d'évaluation et l'autorité contratante contre les contestations. Du coup, nous devons reconnaître ces attentes. Nous devons reconnaître que ces attentes du secteur privé ne signifient absolument pas transférer le problème ou la responsabilité vers l'autorité contractante. Non, elle ne transfère pas la responsabilité de la qualité de ses offres, de son offre, vers l'autorité contractante. Pas du tout. Mais nous voyons et nous constatons que aussi bien que elle prépare son offre par rapport au dossier d'appel à concurrence qui lui est remis, qu'elle a acheté, aussi bien, elle aussi, elle a des attentes parce qu'elle veut bien satisfaire le besoin en ayant un document qui est explicite. Et elle aimerait être évaluée à juste titre, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, c'est ce que j'ai résumé là. La responsabilité de l'entreprise. La responsabilité de l'entreprise demeure entière. Un bon environnement de passation ne remplacera jamais une bonne préparation de l'offre. L'entreprise doit lire rigoureusement son dossier d'appel à concurrence. Elle doit apprendre, apprécier honnêtement ses capacités. Elle doit demander des éclaircissements lorsqu'une ambiguïté existe. Elle doit construire une offre complète, conforme, réaliste et compétitive. Elle doit proposer un prix soutenable et surtout, elle doit être capable d'assumer les engagements qu'elle prend. Toutes les opportunités ne sont pas nécessairement de bonnes opportunités pour toutes les entreprises. Alors, savoir soumissionner, c'est aussi savoir renoncer lorsqu'on ne dispose pas de capacités nécessaires. C'est une dimension essentielle de la professionnalisation du secteur privé. Une entreprise doit donc se demander avant de répondre, dispose-t-elle réellement du personnel? Dispose-t-elle du matériel?
Dispose-t-elle de l'expérience? Dispose-t-elle des ressources financières nécessaires? Peut-elle tenir les délais? Peut-elle réellement exécuter au prix ce qu'elle propose? Alors, parce que remporter un marché avec un prix que l'on ne peut pas tenir ou avec des capacités que l'on ne possède pas, réellement n'est pas une victoire. Nous avons donc deux responsabilités qui se rencontrent. L'autorité contractante doit créer les conditions d'une concurrence de qualité et l'entreprise doit transformer ces conditions en une offre conforme, pertinente, réaliste et compétitive. Et c'est précisément à la rencontre de ces deux responsabilités que se trouve le SPM. D'où ma quatrième partie, le SPM au cœur de l'équation. J'aime bien ce titre parce que il est comme le cerveau, je dirais, le connecteur logique dans une phrase. La phrase centrale de ce stade, comme vous le voyez, est importante. Le SPM ne construit pas les offres, il construit l'environnement dans lequel elles seront produites. Son rôle peut être résumé autour de trois verbes: sécuriser, questionner, anticiper. Alors, sécuriser. Sécuriser la cohérence du dossier d'appel à concurrence. Les règles, les délais, l'égalité de traitement, la transparence. Questionner. Pourquoi demandons-nous ce critère? Que cherche-t-il à démontrer? Est-il réellement lié aux besoins? Est-il proportionné? Est-il réaliste? Permet-il d'identifier les opérateurs capables d'exécuter le marché? Voilà la rubrique de questionner. La rubrique anticipée serait celle-là. Pensez déjà à l'exécution. Les spécifications permettront-elles demain de contrôler ce qui sera livré? Les capacités demandées permettent-elles réellement de sélectionner une entreprise capable d'exécuter? Les délais sont-ils réalistes? Les risques d'exécution ont-ils été suffisamment anticipés? C'est ainsi que le SPM dépasse progressivement une vision strictement procédurale de son rôle. Et c'est précisément ce qui nous conduit de la conformité à la performance. Voilà. Je voudrais être clair sur un point. Il ne s'agit pas d'opposer conformité et performance, non. La performance ne remplace à aucun moment la conformité, mais bien au contraire, elle s'appuie sur elle et va plus loin. La conformité demande ceci. Avons-nous respecté les règles? La performance ajoute, avons-nous obtenu le résultat cherché? La conformité vérifie que les critères ont été correctement appliqués. La performance, elle, nous demande également, ces critères étaient-ils correctement conçus? La conformité vérifie que le marché a été régulièrement attribué. La performance nous demande aussi, le titulaire peut-il réellement satisfaire le besoin? Voilà ce que signifie dans cette présentation le passage de la conformité à la performance. Mais le SPM n'est pas seul responsable. Le service bénéficiaire doit correctement exprimer son besoin. Les techniciens doivent produire des spécifications pertinentes. Les décideurs doivent arbitrer. Les organes de contrôle doivent sécuriser. L'entreprise doit produire une offre sérieuse. Et le titulaire doit respecter le contrat. La performance de la commande publique est donc nécessairement une responsabilité partagée. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait retenir? De façon brève, le secteur privé a un droit d'attendre de l'autorité contractante certaines choses. Un besoin clairement défini, un dossier d'appel à concurrence cohérent et exploitable, des critères pertinents et proportionnés, une information transparente et équitable, des délais permettant une concurrence effective, une évaluation fondée sur des critères annoncés, une procédure prévisible et sécurisée, une préparation qui anticipe l'exécution.
Aussi, le SPM est en droit d'attendre certaines choses. Une lecture rigoureuse du dossier d'appel à concurrence, une appréciation honnête des capacités, des éclaircissements demandés si nécessaire, une offre complète, conforme et sincère, une proposition technique adaptée aux besoins, un prix réaliste et soutenable, le respect des engagements pris et une exécution conforme au contrat. Alors, je dirais tout simplement que cette slide nous montre que les attentes existent dans les deux sens. La qualité de la commande publique n'est pas la responsabilité d'un seul acteur. L'autorité contractante crée le cadre, l'entreprise construit une offre, la commission applique les règles, le titulaire transforme ses engagements en résultats. Et la solidité de l'ensemble dépend de la qualité avec laquelle chacun remplit son rôle. Du coup, pour pouvoir clore cet échange de quelques minutes, je pourrais dire ceci. La qualité des offres est-elle le miroir de la qualité de la passation? Ma réponse est oui, mais avec une nuance. Une mauvaise offre n'est pas automatiquement le résultat d'un mauvais dossier d'appel à concurrence. L'entreprise reste pleinement responsable de ce qu'elle soumet. Mais inversement, nous ne pouvons pas attendre durablement des entreprises des offres pertinentes, comparables et compétitives sans nous interroger sur la qualité du cadre dans lequel nous les appelons à concourir. Nous avons vu qu'une bonne préparation favorise les meilleures conditions de concurrence, que la qualité du dossier d'appel à concurrence influence la construction des offres, que les critères influencent l'évaluation et l'attribution, que la transparence influence la confiance et le contentieux, et que certaines faiblesses de qualification peuvent même réapparaître pendant l'exécution. La question finale n'est donc peut-être pas qui est responsable lorsque les offres sont mauvaises, mais plutôt qu'est-ce que chacun peut améliorer à son niveau pour que la commande publique produise de meilleures offres, de meilleures attributions et surtout de meilleurs résultats. Et si je devais répondre en une phrase au thème de ce webinaire, c'est que la qualité des offres est bien le miroir de la qualité de la passation. Mais ce miroir nous montre beaucoup plus que les offres. Il révèle la qualité de la préparation, de la concurrence, de l'attribution et parfois les premiers signaux de ce que sera l'exécution. Et c'est pourquoi la qualité de la commande publique ne se recherche ni seulement du côté de l'entreprise, ni seulement du côté du SPM. Elle construit ensemble, elle se construit ensemble, hein, chacun dans sa responsabilité et dans son rôle. Alors, je vais m'arrêter sur ces points et je vous en remercie. Merci beaucoup, Madame Guesson. Merci de l'entretien. Et conformément à ce qui est annoncé, donc ceux qui veulent, celles et ceux, je vais être prudent, celles et ceux qui veulent présenter, qui veulent poser leurs questions, peuvent le faire à travers les deux méthodes, les deux canaux recommandés ici. C'est à travers, bien sûr, le chat pour celles et ceux qui sont dans un environnement qui ne leur permet pas de déclencher le micro. Donc, posez de façon claire votre question, de façon courte et de façon vraiment très visible votre question. Ne soyez pas très long pour que cela soit très compliqué. Vraiment, essayez d'être direct dans vos questions. Et ceux qui veulent se prononcer également par rapport aux questions ou autres préoccupations, ou autres apports, de façon très brève également, voudront bien demander l'activation de leur micro. On va leur donner la main pour activer et pourront se prononcer. Merci. Sans surprise, Monsieur Guillain, un instant, on va activer. Voilà. Monsieur Guillain, vous pouvez activer
désactiver votre micro et vous prononcer. D'accord. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, monsieur. Je tiens à féliciter la présentatrice pour sa présentation, pour sa brillante présentation. Je n'ai pas de questions, j'ai quelques apports. J'ai fait le même exercice avec Bas l'année passée sur ces questions-là. Donc, j'irai rapidement. Alors, vous êtes revenu également les points qui m'ont intéressé par rapport à la mauvaise qualité d'un dossier d'appel à concurrence. Je m'attaque un peu à ça. Vous êtes revenu sur les impacts, notamment sur la procédure, le déroulement de la procédure, où ça peut naître, il peut naître donc des contentieux, il peut naître également donc des délais très rallongés. Imaginez-vous une trentaine de candidats qui demandent des éclaircissements, une quarantaine, vous imaginez. Donc, les recours administratifs et les contentieux et autres. Vous êtes également revenu sur la question, donc, sur le plan financier budgétaire, une offre, un dossier d'appel d'offres mal monté peut donc subvenir également des surcoûts, notamment des avenants et autres, parce qu'on se rend compte lors de l'exécution qu'on a peut-être omis donc une bonne partie donc des questions techniques. Alors, vous êtes également revenu sur l'exécution à proprement dit, donc sur la non-conformité donc de certains ouvrages et tout, donc les commandes qui ne sont pas claires et tout. Je pense que voilà, le retard même et les pénalités qui peuvent survenir. Alors, il me revient également de parler au niveau de revenir au niveau de l'entreprise, de l'organisation interne de l'entreprise elle-même du candidat. Vous êtes également revenu sur la question de est-ce qu'on participe, est-ce qu'on ne participe pas, la question du go, du no-go. Oui, c'est ça. Voilà, la question du go, du no-go. Je pense que les entreprises aussi doivent comprendre, on ne participe pas à tous les appels d'offres. Exactement. Ok. Donc, c'est vrai, mais il faut vraiment l'analyser parce que renoncer à peut-être un appel d'offres peut vous faire rater des opportunités. Donc, il faut vraiment l'analyser et participer également peut vous faire perdre donc, beaucoup d'argent et du temps. Donc, c'est également d'avoir les ressources humaines de qualité qui permettent donc de faire toutes ces analyses-là avant donc de dire, bon, on y participe ou on n'y participe pas. Donc, voilà, chère madame, chers participants, mes quelques petites contributions. Hein. Merci à Bas pour cette tribune que vous nous offrez. Je vous remercie. Alors, je vous remercie aussi. Merci beaucoup. Et pour revenir un peu sur ce que vous avez dit, le go ou no go, et aussi éventuellement, comme vous avez dit, ne pas participer, ça peut vous faire rater des opportunités, mais on peut se mettre en groupement. Hein. Il y a la possibilité de se mettre en groupement pour ne pas rater l'opportunité. Si je n'ai pas les éléments, je ne remplis pas totalement ou dans son entièreté les critères demandés, j'ai la possibilité de me greffer à quelqu'un avec qui on pourrait aller en groupement. Donc, on peut répondre, on peut pallier à cette possibilité de ne pas rater une opportunité de cette façon-là. Merci de votre réaction. Je pense à ça suite, Monsieur Lionel Soudi. Monsieur Soudi, on vous donne la main pour prononcer. Désactivez votre micro et prononcez vous, s'il vous plaît. Bonjour Bas, bonjour Madame pour la brillante présentation. Moi, tellement c'était propre que je me demande ce qu'il faut à dire. Mais moi, je suis contrôleur de fonction actuellement. Donc, j'ai quelques petits apports qui rentrent déjà dans ce que vous avez dit. Hein. D'accord. Le problème qu'on rencontre souvent, c'est la sous-estimation de l'importance du service technique dans l'élaboration du dossier. Les SPM ont tendance à croire que élaborer un dossier
est le travail unilatéral, pour pas dire l'attribution propre du SPM. Exactement. Alors que le cœur de l'activité, le cœur du dossier Mhm. revient de façon substantielle au service technique. Ouais. S'il ne travaille pas de façon étroite pour que le spécialiste du domaine puisse vraiment détailler ses attentes Mhm. avant que le SPM ne transforme ça en marché public, et là, le dossier, l'exécution et la satisfaction sera biaisée. Mais pour des questions de délai, des questions de courir pour avoir un contrat, nos SPM sous-estiment l'importance de ce partenaire-là Mhm. qui doit intervenir déjà au moment de l'analyse du besoin. Mhm. Et quand c'est raté, et c'est souvent raté, et les conséquences sont très graves. L'autre chose aussi, c'est qu'on a plus à sensibiliser les PME. Oui. Parce que vous allez voir, les grandes entreprises, ils n'ont pas ce problème-là. Mhm. Ils n'ont pas ce problème-là. Elles sont déjà focus, elles ont l'expérience et elles ne s'amusent pas sur des petits dossiers. Mais c'est nos petites entreprises, vraiment, qui sont là à jouer à la tontine, qui veulent aller sur tout et qui veulent être Mhm. d'abord titulaires avant de savoir comment faire Oui. pour exécuter. Ces gens, ils décomposent l'étape en deux. Oui, Je cours d'abord pour le contrat, après je vais voir comment gérer. c'est ça. C'est ça. Donc, l'appel, comment je vais lancer très rapidement, parce que je vois beaucoup de collègues qui sont à la passation dedans, c'est vraiment, vraiment de s'associer de la compétence du domaine spécialisé pour que les aide vraiment à moduler le dossier afin que l'évaluation soit aisée et que l'exécution soit aisée aux entreprises. L'entreprise. Merci. Merci bien, monsieur. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Saoudi. Et dans le chat, nous avons aussi une question de Madame Irène Moueli, pardon, probablement de l'Afrique centrale. Elle demande à Madame Nguessan, Mhm. Madame, bonjour et merci pour votre brillante présentation. Elle vous remercie déjà. Yeah, merci. Madame. Sa question est claire. La mauvaise expression des spécifications techniques dans un DAO, est-ce la responsabilité entière du SPM? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Est-ce que la mauvaise expression des spécifications techniques dans un DAO, c'est la responsabilité unique et entière du SPM? Le SPM, n'oublions pas, je dirais, il est le connecteur. Alors, si les spécifications techniques sont mauvaises, n'oublions pas que quand on lance un dossier d'appel à concurrence, avant de le rédiger, je vais prendre l'exemple pour qu'elle puisse bien comprendre de travaux complexes. On a recours à un cabinet d'expertise pour pouvoir donner tous les critères, pour donner tout le contenu, l'ossature du dossier d'appel d'offres, tout ce dont on aura besoin pour réaliser, bien évidemment, pour satisfaire le besoin émis. Donc, le cabinet d'experts va faire son étude, va vous dire ce qu'il devrait être. J'utilise des mots terre à terre, hein, parce que je suis une personne qui accompagne les entreprises, donc j'aime bien faire un peu comme si nous sommes dans des petites classes. Donc, du coup, quand je vois l'expert me rédige dans les moindres détails ce qu'il faudra avoir dans le dossier d'appel à concurrence. Moi, le SPM, ce que je devrais faire, c'est de veiller à ce que les critères ou tout ce qu'on me demande ne soit pas disproportionné. Parce qu'après, il y aura le côté formal, le côté administratif et puis ce qui est technique. Donc, je dois veiller à ce que ça ne soit pas disproportionné. Je dois veiller à ce que ça soit, tout ce qu'on demande, ça soit réglementaire. Je dois veiller à ce que de l'autre côté, quand l'entreprise va acquérir ce dossier d'appel à concurrence, elle puisse comprendre. Donc, moi, le SPM, je suis le connecteur entre l'entreprise et le service technique. Du coup, si tout est mal fait,
Si ce côté est mal fait et que je n'ai pas eu à donner ou à relever ce point-là, bon, il peut arriver qu'un SPM ne s'y connaisse pas en BTP, voilà, en travaux. Lui, il ne fait que raison pour laquelle ils ont recours à un expert. Donc, je ne dirais pas, je ne porterai pas, je ne mettrai pas je ne dirais pas que c'est le SPM qui sera le responsable de cette faille-là, non, du tout. Mais après, de l'autre côté, du puzzle, mais de l'autre côté de la pièce, on a l'entreprise experte qui peut aussi, bien évidemment, elle est du BTP, elle s'y connaît, elle est professionnelle. Quand elle voit ça, elle se dit non, mais pour construire le château d'eau, par exemple, non, c'est pas ci, c'est pas ça. Et elle pose ces questions. Donc, du coup, en posant des questions ou en relevant des anomalies, tout de suite, le SPM peut remonter l'information pour dire, voilà, 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 il y a des failles voici ce qui se passe. Dans tous les cas, je pense que l'expert, après avoir joué son rôle, ne sort pas du schéma. Il intervient toujours. Donc, on a la possibilité de rattraper. Du coup, je ne pose pas la responsabilité uniquement sur le SPM. Non, c'est pas lui le responsable. C'est pas lui le responsable. Merci. Deux autres questions, deux autres interventions, mais on va les prendre très vite. Que monsieur Amos Dago et monsieur Bassokoum. Très vite, vous allez intervenir. On va recevoir vos deux interventions ensemble d'abord, l'un après l'autre, hein. Et après, Madame Nguessan va répondre aux deux en une fois. Et après, je demanderai l'autorisation à Madame Nguessan pour pouvoir me prononcer sur quelques points rapidement, en termes d'apport d'ailleurs. Merci. Donc, Monsieur Dago, vous avez la parole. Monsieur Amos Dago, allez-y. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, madame, et merci beaucoup à Bass Consulting pour ce webinaire fort utile. Rapidement, je vais poser ma question. Je vais commencer juste par un petit constat très rapidement. Je vous donne un fait. J'ai une entreprise que j'accompagne qui devait aller faire la visite du site. Dans le dossier d'appel d'offres, dans le DQE, on nous parlait de débroussaillage, déblayage. On arrive pour la visite du site, on trouve de gros arbres sur le site. Donc, on se demande, ce dossier d'appel d'offres-là, il a été fait quand? C'est la question qu'on s'est posée. Donc, quand on est revenu, on a dit au DD, ce n'est pas des broussaillards. Hein. Ça, là, c'est des frichages qu'on doit faire. C'est un bulldozer qu'on doit envoyer pour enlever les arbres. Il me dit, bon, faites l'observation. Ils n'ont pas regardé. Dans le dossier, ils n'ont pas regardé. On a fait Ils ont choisi une entreprise qui a proposé un prix, et c'est là qui sera en même temps ma deuxième observation. Ils ont choisi une entreprise qui a proposé un prix qui était légèrement en dessous de l'offre administrative, et ils l'ont pris. Bon, après, on sera étonné du résultat sur le terrain. Bon, moi, je voulais demander comment ça se passe, puisque moi, je ne suis pas SPM, je ne suis pas de deux côtés là. Comment ça se passe que on ne réactualise pas un dossier d'appel d'offres, par exemple, avant de le lancer. Et on attend je ne sais pas, quel résultat on attend. C'était juste mon observation. Merci infiniment. Merci, Monsieur Dago. On va passer à Monsieur Bakoussoum. Monsieur Bakoussoum, un instant. OK, Monsieur Bakoussoum, allez-y. Désactivez votre micro et prononcez-vous, Monsieur Bassoukoum. Monsieur Bassoukoum, désactivez votre micro et prononcez-vous, s'il vous plaît. On vous entend, allez-y. D'accord, merci bien. Et merci beaucoup pour la présentatrice. Et merci également pour Bass Consulting. Et par rapport à la réponse que madame a donnée pour celle qui a écrit dans le chat, vraiment, j'ai été séduit. Si dans la pratique, cela se faisait ainsi, j'accompagne les entreprises dans leur processus de participation au marché. Mais malheureusement, nous nous rendons compte que le gros problème se trouve au niveau de la rédaction des DAO.
Et la plupart du temps, on se rend compte que c'est les copies-collées que les SPM font. Donc, au lieu de consulter les spécialistes comme il se doit pour que les spécialistes donnent vraiment les spécifications réelles pour la clarté du dossier, c'est les copies-collées ils font. Ils ne consultent pas les techniciens. C'est là le premier gros problème. Je me rends compte même que parfois, quand je prends des DAO pour le montage des offres de soumission, au Togo, actuellement, on a une réforme. Mais vous prenez une DAO, franchement, c'est tout ce qui était de l'ancienne législation, c'est ça intégralement vous allez rencontrer. Et vous allez vous demander, mais comment? Donc, il y a mon prédécesseur qui venait de parler tout de suite de l'actualisation des dossiers. Celle de l'actualisation, je pense que c'est un point fort aussi. C'est un point fort. Là, bon, pour ne pas monopoliser la parole, je vous remercie. C'était mes inquiétudes. Et si nous, en tant que les SPM modernes, on pouvait comprendre ça, ça pourrait vraiment aider la commande publique dans la transparence et vraiment dans ça dit que une commande publique efficace. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer rapidement, Monsieur Emmanuel. Je n'ai pas le nom derrière. Monsieur Emmanuel, vous voudriez bien vous prononcer? C'est ouvert. Activez votre micro et prononcez-vous. Oui, bonsoir Bass. Je suis Emmanuel Vieira du Bénin. Merci à Madame Guessan pour la belle présentation. C'est beaucoup plus de contributions que des questions. Parce que, effectivement, belle présentation, hein, mais je me rends compte que l'analyse est faite selon le point de vue. Parce que selon qu'on soit un accompagnateur d'entreprise qui postule à des marchés, ou qu'on soit SPM, ou qu'on soit contrôleur, ou qu'on soit même du service technique demandeur, nous n'aurons pas du tout la même vue sur la question. Cependant, les éléments relevés sont factuels, hein, c'est-à-dire le dossier peut être le dossier d'appel à la concurrence peut être mal monté, compte tenu des spécifications techniques qui n'étaient pas bien, ainsi de suite. Oui, mais moi je crois qu'incriminer le dossier d'appel à concurrence, c'est un fait. Mais les entreprises qui participent ont la possibilité d'écrire. Et en fait, c'est là où le challenge il est à rechercher. C'est-à-dire, plus les entreprises qui viennent sur des dossiers d'appel à concurrence maîtrisent le dossier à la manière des SPM, mieux ils vont pouvoir challenger le dossier d'appel à concurrence, parce que l'exemple que vous avez donné, où il y a des plans qui sont manquants, il y a le DQE qui est mal renseigné, etc. Mais je ne peux pas moi-même, en tant qu'entreprise, participer à cette... je vais écrire pour relever que ce dossier, en réalité, on ne peut pas le mettre en œuvre ainsi. Et demander à ce que ce soit corrigé avant même qu'on ne puisse aller à la compétition. Et un des participants a donné l'exemple du défrichage à lieu du débouché. C'est vrai. Bon, mais à partir du moment où ils l'ont constaté, normalement, l'autorité contractante devait se rendre compte. Et c'est là, vous l'avez dit, parfois, c'est des cabinets qui ont fait ces études-là. On a fait des études en amont, on a payé pour ces études-là, et voilà ce qu'ils ont mis dans le dossier. Mais la réalité était peut-être autre au moment où on lançait le marché. Quand on se rend compte de ces erreurs, il faut appeler chacun à être responsable. L'autorité contractante devait mettre à jour son dossier, parce que plus le dossier permet la compétition et est plus proche de la réalité, mieux on s'assure d'une exécution de qualité. Maintenant, ma contribution par rapport à la conformité, la performance. En fait, le drame de nos pays, nous sommes beaucoup plus sur la conformité des dossiers. La conformité des dossiers fait que, oui, on peut avoir un dossier de qualité, une offre de qualité. Et c'est sous cet angle-là que je voulais plutôt l'analyser, moi, en complément.
C'est-à-dire, vous pouvez attribuer à quelqu'un qui vous a présenté une offre de qualité. Quand vous regardez les documents et autres qu'il a fournis dans son offre, c'est parfait. Sa méthodologie, elle est parfaite. Son dossier, il est parfait. Et vous arrivez à l'exécution et vous vous rendez compte que maintenant, rien que du pipeau, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc, la qualité du dossier, de l'appel d'offres, de l'offre, pardon, de l'entreprise, n'est pas forcément le miroir de la qualité de l'exécution. Parfois, on est en déphasage total. Il arrive que vous ayez un bon, et ce n'est pas parce que vous pensez que quelqu'un peut, et surtout dans les prestations intellectuelles. Vous avez le monsieur qui a déjà fait des expériences, il a déjà réalisé des études sur plan stratégique et autres, mais vous arrivez à la réalisation et vous vous rendez compte que ça ne tient pas. Il n'arrive pas à vous fournir la qualité à l'exécution. Donc, voilà un peu. Je vais chuter en disant que oui, il faut que nos entreprises, nos PME, quelqu'un le disait tout à l'heure, je crois que c'est M. Lionel Souloudji, il faut que nos PME s'habituent à commencer la compétition déjà à la conformité. Moi, je pense que ce n'est pas parce qu'on a eu sur 10 dossiers, comme vous l'avez dit, 7 ont été éliminés. Et donc, parce qu'on a simplement 3, on n'a pas la qualité. Je ne suis pas forcément de cet avis. Les petites entreprises doivent apprendre à comprendre que la compétition commence déjà à partir du moment où je monte mon dossier et que je le soumets. Ça veut dire que si je suis éliminé à la recevabilité du pli, mais la compétition a commencé. Et l'égalité de traitement ne permet pas à ce qu'on fasse autrement. Donc, puisque nous sommes des pays beaucoup plus portés sur la conformité, et il nous faut désormais aller à la performance, comme vous l'avez dit. Et justement, si on était dans des marchés ou comme dans les procédures Banque mondiale et autres, on a l'appel à proposition, ou la proposition technique et autres, les variantes peuvent être proposées par les entreprises qui compétissent. Là, effectivement, plus on a d'entreprises qui passent l'étape de conformité et autres, qui nous proposent des choses, on peut choisir. Donc voilà un peu. Désolé d'avoir pris longtemps la parole. Merci pour cette belle présentation. Merci beaucoup, docteur Vieira. Merci de votre rapport. Et madame, je vais continuer dans le chat rapidement, vous lire les questions du chat et puis vous faites une réponse en bloc. Hein. Et si vous le permettez, les autres aussi, je pourrai réagir rapidement, en moins de 5 minutes. Donc, dans le chat, il y a des questions qui ont suivi. Bonjour et merci de la qualité merci pour la qualité de la présentation. De façon pratique, dans le DAO, c'est-à-dire dans le dossier d'appel à concurrence, c'est bien ça qui est écrit là, le détail a son sens. De façon pratique, la personne demande, dans le dossier d'appel à concurrence, peu importe le type de dossier, que ce soit en travaux, en services courants, en fourniture ou en prestations intellectuelles, que ce soit même en présélection ou en sélection proprement dite, tout ce qui est dossier d'appel à concurrence, quels sont les éléments clés auxquels un SPM doit faire très attention? C'est la question que la personne pose. Même si je suis conscient derrière que la personne aussi reste consciente que cela ne peut même pas faire partie d'un seul thème de webinaire. Ça, c'est un thème de formation et il faut même carrément une formation modulaire pour y arriver. Donc, répondre à ça ici, je ne sais pas comment Mme Guessan va réussir cette magie. C'est peut-être l'occasion de programmer peut-être une formation proprement dite pour ça. Pourquoi pas? Je passe à l'autre question. Je vous remercie pour la présentation. Désolé, la personne. Un bon SPM est celui, ça vient de Mme Dossou Brigitte, un bon SPM est celui-là qui est soit très polyvalent ou est entouré de techniciens vraiment disponibles pour des spécifications de qualité. Sinon, on accuse souvent le SPM à tort. Quand on parle de DAO, on ne voit que ces derniers. Je pense que ça a été quand même sa réponse par rapport à une question précédemment posée et d'autres sont allés dans ce sens. Monsieur Amos Dago, je pense que c'est lui qui avait le problème de défrichage ou de broussaillage. Là. Je pense qu'il a écrit encore. Il dit, on a écrit, ils ont ignoré. C'est ce qu'il a écrit. Bon, je ne sais pas s'il y a intention des baobabs qu'il a vu là-bas parce qu'il semble vraiment effrayé par ce qu'il a vu. Hein. D'accord, on continue.
Il y a quelqu'un d'autre qui demande quelqu'un ou quelqu'un. Le SPM n'étant pas spécialiste dans tous les domaines, est-ce à lui la responsabilité de TDR correctement élaboré? Irène Moueli. Bon, c'est vrai que TDR ici, ça semble très réducteur parce que là, on est carrément aligné sur des prestations intellectuelles. J'ose croire qu'elle veut parler carrément d'outils formels d'expression des besoins, y compris TDR hein, et autres. Et puis voilà. Ça, c'est aussi sa question. Euh, Madame Dosso dit que dit des entreprises dont les offres sont successivement rejetées pour les mêmes causes. Bon, je pense que ça, le docteur Viera a répondu hein, pour ce que j'ai vu. Monsieur Kabongo, il dit qu'il s'est prononcé. Permettez-nous de voir. Ah oui, il y a des questions en haut. Oh là là. Oh là là. Je continue. Hein. J'espère que vous enregistrez les éléments pour voir comment répondre en une fois. Monsieur Kabongo dit que la présentatrice reçoive par ce canal mes sincères félicitations. Ma question, notamment sa question, hein, je lis. Allez-y. Après la réception des offres, la commission d'évaluation confronte le DAO aux offres reçues et fait prendre conscience au SPM la mauvaise qualité du DAO, ce qui ne peut pas faciliter l'évaluation. Quelle est alors la responsabilité de l'autorité contratante vis-à-vis des soumissionnaires dans ce cas? Que fait l'AC dans ce cas? Et il y a M. Christian Gbali Gaza qui dit « Je vous remercie pour la présentation. Pourriez-vous mettre à disposition le PowerPoint de la présentation pour bonne compréhension? SP en passation des marchés, ministère des Finances et RDC. » Voilà. Je pense que c'est tout ce que nous avons reçu. Donc, on va vous écouter, madame, par rapport à une réponse en bloc ou de façon singulière selon ce que vous aurez décidé. Merci. Alors, les questions, elles sont nombreuses, hein. Du coup, il faut que je sois une Wonder Woman pour regarder ça. Je ne suis pas un ordinateur dans la tête, mais ce qui a attiré mon attention, donc désolé pour ceux qui auront l'impression que je n'ai pas répondu à leurs questions, il y en a plusieurs et le temps est imparti. Ce qui m'a fait rire déjà, ce sont les copier-coller. Je pense qu'avec M. Bassabi, on avait fait développer cette thématique-là. C'est sur la chaîne YouTube du cabinet Bass Consulting. Donc, j'inviterai chacun de vous à revenir là-dessus parce qu'on avait, on avait relevé ces faits-là, ces faits du copier-coller. Du coup, les dossiers d'appel à concurrence étaient différents de ce que des besoins qui étaient émis. Et bref, on avait aussi relevé le fait que les besoins, quand ils ne sont pas clairement définis, on ne pouvait pas avoir de bonnes offres. Du coup, autrement dit, je ne peux pas lire. Je ne peux pas deviner ce que tu veux. Il faut que tu me dises dans les moindres détails ce que tu veux. Voilà. Et sur ce point-là, j'aime bien ce que la Banque mondiale a fait à ce niveau, où il y a la possibilité de rencontrer les opérateurs, les acteurs et savoir un peu par rapport à ce que je veux, qu'est-ce que vous me proposez ou bien on veut quelque chose qui sera le reflet de la réalité par rapport à nos attentes. Et puis, quelqu'un a dit, par rapport au SPM, la responsabilité du SPM, je pense qu'on a répondu à ça. Hein. Est-ce que c'est le SPM qui est le seul responsable et les différents, quelques participants ont donné ont fait un apport par rapport à ce que j'avais dit. Donc, je disais que le SPM, effectivement, il ne pouvait pas être tenu responsable, lui seul, de tout ce qui se passait. Et quelqu'un a dit dans les questionnaires, qu'un bon SPM, un bon SPM est quelqu'un de polyvalent, où il a un technicien qui s'y connaît bien, de telle sorte que, voilà, on aura des spécificités, des spécifications techniques claires par rapport aux besoins. Alors, et puis, c'était quoi encore comme question? Je pense que j'ai un peu fait le tour. Monsieur Bassabi, si vous pensez que j'ai oublié d'autres questions, vous pouvez me rappeler. Alors, je vois ici que des entreprises ont des offres successivement rejetées pour la même cause. Bon, Plus d'apports que de questions. Je ne sais pas trop. Voilà, il y avait plus d'apports que de questions, effectivement. Voilà. Mais en gros, bon, comme M. Bassabi l'a dit, il y a des questions pour lesquelles il serait judicieux de faire une formation et d'avoir plus de temps pour pouvoir débattre, de pouvoir vraiment se prononcer sur la question. Parce que c'est comme si vous me demandez de vous faire un résumé d'une grande généralité comme ça. Et
ça sera impossible. Ça, c'était la personne qui avait posé la question. Je ne sais pas trop, M. Bassabi. C'était quoi déjà? Donc, la personne parlait des dossiers d'appel à concurrence, les éléments clés auxquels un esprit doit faire attention. Les Donc, éléments. ça, c'est vraiment gros. On ne peut pas aborder ça ici en termes de minutes. Donc, en gros, voilà, je pense que j'ai touché D'accord. tout. Je vais rapidement contribuer à une réponse, si vous le permettez, avant d'aborder ce que je voulais aborder, sous votre contrôle. Je peux y aller, madame? Allez-y, M. Bassabi. D'accord. Donc, comme tout le monde, je vais aussi vous remercier de votre présentation. Et je vois que beaucoup sont toujours connectés, ça témoigne de l'intérêt. Il y a monsieur Kabongo qui est très impatient là, qui dit qu'il parle de l'AC. Je vais essayer de faire une contribution également. Pourquoi déjà, Ici, M. lorsque Bassabi, vous retrouvez dans... Pardon? c'était quoi déjà qu'il avait posé comme question par rapport à l'AC? Il dit lorsqu'il y a un mauvais DAO et que les membres de la commission d'évaluation se rendent compte que l'évaluation Ah est oui, j'ai pas compliquée répondu à ce parce que le DAO n'est pas bon. Ils ont reçu des offres, mais apparemment pas de qualité et ça rend compliqué l'évaluation. Ça peut même augmenter la dose de subjectivité, je pense que c'est ce qu'il dit. Donc, ça met même la commission d'évaluation dans une position très délicate. Il dit, dans ce cas-là, quelle est la responsabilité de l'AC, de l'autorité contratante elle-même, vis-à-vis des soumissionnaires? C'est ce qu'il demandait. OK. Alors, peut-être comme ça, dans la pratique, on a été déjà confronté à cette situation en son temps. Et il s'était avéré que toutes les offres, c'était comme si les entreprises n'avaient pas compris. Donc, le dossier d'appel à concurrence était mauvais. L'expression du besoin était mal faite. Du coup, on n'a pas continué. Si on n'a aucune bonne offre, on ne peut pas dire qu'on va retenir quelqu'un on va attribuer le marché à une des entreprises parce qu'ils ont tous constaté qu'ils n'avaient pas compris. Donc, le dossier d'appel avait été mal fait. Du coup, on a sur soi. On a relancé. Ça a été relancé. Voilà. Donc, quand vous dites quelle est la responsabilité, c'est de surseoir. On ne peut pas continuer parce qu'il faut qu'on continue, il faut que non. Voilà, c'est pourquoi, du coup, quand le dossier d'appel à concurrence a été mal fait depuis le début, voilà l'une des conséquences. Toute cette procédure qui a été faite, tout ce temps qu'on a perdu, parce que ça sera du temps perdu, voilà. Et le projet ne peut pas être réalisé parce que le dossier d'appel à concurrence a été mal fait. Les entreprises n'ont pas pu répondre. On n'a pas pu attribuer le marché. Bon, elles ont répondu, mais on n'a pas pu attribuer le marché à qui que ce soit parce qu'on se rend compte que toutes ces entreprises en face de nous n'ont même pas compris ce qu'on voulait dire. Donc, la responsabilité, c'est quand j'ai dit la nôtre, je veux parler de l'autorité contractante, elle ne peut pas continuer. Il faille qu'elle revienne en sursoir, on revienne sur le dossier d'appel à concurrence, on le refasse. Et puis, bien évidemment, il y a la possibilité, c'est vrai que ça prolonge le temps, mais il y a la possibilité pour les entreprises de poser des questions. Si tel est que, je pense que si le dossier d'appel à concurrence a été mal fait, il y a la possibilité de poser des questions. Pourquoi est-ce que les entreprises n'ont pas posé des questions? Et je pense que cette étape, elle est importante parce qu'elle permet aussi, là, en amont, de savoir que l'autorité contractante, de savoir que les entreprises n'ont pas compris. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si on s'est tu, on a pris le dossier d'appel à concurrence, on a répondu, et puis voilà, bon, on va ce soir. Nous, on a arrêté la procédure, on a relancé. C'était un appel d'offres qui a été relancé. Après modification et tout. Voilà. Monsieur Bassabi, Merci beaucoup. Merci. Pour continuer rapidement, madame, c'est la suite de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'autre côté aussi de la chose, un prolongement, c'est qu'il y a des entreprises qui s'adaptent aussi au mauvais DAO. Il faut il y a aussi cette option. C'est-à-dire le DAO est mauvais, mais les offres aussi, en fait, s'adaptent exactement au mauvais DAO et les offres sont recevables. Donc, dans certains cas, ça ne crée pas forcément une irrecevabilité des offres. Ça peut créer une recevabilité complète, vu qu'on est d'ailleurs dans la dynamique de conformité. Le docteur Vera l'a bien rappelé, et vous aussi. Donc, ils vont s'adapter au mauvais DAO. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand il n'y a pas de demande d'éclaircissement, vous l'avez dit, c'est que parfois les entreprises espèrent même qu'il n'y ait pas de demande d'éclaircissement parce qu'elles ont vu une faille dans le dossier qu'elles vont exploiter contre vous lors de l'exécution.
Donc, elles vont se taire. Et elles vont même travailler, même prier pour qu'il n'y ait personne qui demande, pour qu'elles puissent exploiter ça si elles étaient bien sûr attributaires. Donc, il y a aussi ce cas. Donc, ce n'est pas parce que parfois il n'y a pas de demande d'éclaircissement que c'est un bon signal. Parfois, c'est même un mauvais signal. Parfois, il faut faire attention. Quand tout est calme, parfois, c'est dangereux en bas. Donc, c'est aussi l'autre face de l'iceberg qu'on ne donne pas forcément. Et c'est sur quoi je voudrais aussi revenir rapidement. C'est généralement, je ne sais pas pourquoi, mais dans nos environnements, et ça, c'est... Moi, je vais finir avec des leçons qu'il faudrait qu'on puisse implémenter. Il est important qu'on puisse retenir, à mon avis, 4 choses. Numéro 1, il faut qu'on comprenne que complexifier les dossiers n'augmente en rien la délivrabilité des résultats. Les gens pensent que c'est deux paramètres corrélés. Plus le dossier est complexifié, complexe, plus on va avoir de meilleurs résultats. Ce n'est pas vrai. L'expérience a d'ailleurs prouvé que lorsque vous simplifiez les dossiers, vous obtenez même de meilleurs résultats. Simplifier quelque chose ne veut pas dire que vous n'allez pas obtenir les résultats. Parfois, simplifier même réduit les zones de vulnérabilité. Il y a des cas où simplifier un dossier réduit les zones de vulnérabilité. Simplifier un dossier ne veut pas dire le rendre très généraliste. Non, il faut que les gens comprennent ça correctement. Parfois, ce sont des critères exagérés qui créent l'infructuosité et qui sont même source de litige après. Donc, nous devons sortir de cette dynamique-là en pensant que c'est parce qu'on a fait un gros DAO, qu'on a essayé de mettre tout dedans, que le dossier, que les offres seront de qualité, que l'exécution sera bonne. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un vous fera quelque chose de plus digeste, mais plus précis, et va y arriver. Donc, c'est le premier point que je voudrais aborder. Deuxième point, c'est l'éducation que nous devons avoir en Afrique. Je dis en Afrique parce qu'on est tous ici africains. On n'est pas habitués malheureusement à travailler ensemble. Vous l'avez dit, le docteur Vieira est revenu sur ça, les groupements. On pense tout le temps qu'on peut faire des choses soi seul. On veut tout le temps, c'est-à-dire on préfère risquer de perdre tout un gros gâteau que d'avoir une grande part du gâteau. C'est clair, c'est un choix. Donc, on pense que parce que, bon, les PME, c'est fini, bon, on peut se permettre de faire tout. Moi, je suis une entreprise, j'ai déjà gagné tel ou tel marché, bon, je peux me permettre. Aujourd'hui, je vous le dis, Bass Consulting se sent isolé sur certains marchés. Sur certains marchés. Quand il dit marché, ce n'est pas marché public, hein, sur certains marchés. Aujourd'hui, vous êtes là, vous, Madame Guessan. C'est parce que nous sommes dans un processus où on est en train de collaborer. Pour que demain, s'il y a quelque chose en Côte d'Ivoire, nous, Bass Consulting, qu'on sache sur qui compter. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on va courir pour chercher Abidjan avec qui travailler. Et c'est là, justement, qu'on va échouer. Donc, là, c'est ce que nous devons faire. Quand une PME doit avoir autour d'elle des PME satellitaires, pour dire, si moi, je ne peux pas, je sais qui peut. Ou si moi, je ne peux pas aller seul, je sais avec qui je dois aller. Et inspirons-nous un peu de la dynamique. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Regardez comment la dynamique libanaise fonctionne en Côte d'Ivoire. Vous allez dans le garage d'un Libanais, il n'a pas la pièce, mais il vous recommande un autre Libanais. Effectivement. Ils font tout en réseau. Vous allez même chez un garagiste libanais, vous pensez avoir feinté l'autre, vous retrouvez l'autre qui vient là-bas aussi pour intervenir. Parce qu'ils sont en réseau, mais des garages différents. C'est la même chose au niveau des vendeurs de pièces nigériens qu'on retrouve de façon dans nos rues. C'est la même chose. Il n'a pas la pièce, il te recommande chez un autre frère, il dit va prendre chez l'autre frère. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut appliquer en marché public et qui devrait marcher. Donc il faut qu'on comprenne que c'est une éducation qu'on doit se donner. Travailler ensemble. Que ce soit les SPM. Il y a des SPM qui, par exemple, refusent même de collaborer avec d'autres SPM, d'autres structures. Parce qu'ils pensent que, bon, comme c'est mon domaine, je vais être seul. Il faut apprendre des erreurs des autres et tout. Donc, c'est très important côté SPM qui est cette dynamique d'éducation en termes de groupement. Le mot groupement ne concerne pas que les PME. Les SPM aussi des structures doivent se mettre en réseau, créer des associations, travailler ensemble, partager les erreurs, anticiper ensemble. C'est comme ça qu'on évolue. Le troisième point, c'est le rôle du régulateur et aussi des entreprises. Le régulateur doit de plus en plus donner des réponses pertinentes. C'est son rôle. On est conscient que le régulateur ne peut pas tout prévoir, mais son rôle, c'est de vraiment être dans une dynamique où elle donne des réponses pertinentes, pas seulement de sanctionner. On a l'impression que certains régulateurs ont confondu leur mission et pensent que plus elles sanctionnent, plus elles travaillent. Ce n'est pas vrai. Alors que généralement, elles réforment peu. Et ça, c'est le danger. C'est le danger. Donc, les régulateurs sont concernés. Ce n'est pas parce que vous sanctionnez tout le temps des gens que vous réussissez. La preuve, vous sanctionnez, mais quel est le résultat? Vous continuez toujours par sanctionner. Vous devenez une machine à sanctions. Aucune dynamique éducatrice derrière, que ce soit de façon formelle dans les dossiers après, ou que ce soit même dans des dispositions qu'on prendra pour rapidement améliorer. C'est dangereux.
Et de l'autre côté, vous avez toujours ce troisième point-là, les autorités contractantes. Vous avez des SPM qui ne sont par exemple pas abonnés à la newsletter des arrêts de l'autorité de régulation. C'est suicidaire. C'est ce qui vous amène à faire les mêmes erreurs alors qu'il y a déjà eu un arrêt sur ça il y a 3-4 mois. Il y en a qui ne lisent pas, sauf quand ça concerne un ami ou quand ça les concerne ou quand ça concerne un sujet qui semble être quelque chose qu'ils ont croisé. S'ils ne les liront pas, et demain, ils vont commettre la même erreur. Ils vont dire non, lors des réunions, ils vont tirer avec vous. Non, ça ne se fait pas, ce n'est pas dans la législation. La législation n'est pas que le code. Il y a l'arsenal juridique, jurisprudentiel. Les décisions de l'autorité de régulation sont dans le corpus. Donc, c'est un prolongement des codes, des décrets d'application et autres. Les gens doivent lire ça et s'abonner. Sinon, tu vas refaire les mêmes erreurs et dire que non, ça, ce n'était pas prévu, alors qu'il y a un arrêt de l'autorité de régulation. Là, tu y rentres carrément en violation. La loi va s'appliquer à toi que tu la connaisses ou pas. Ça, c'est au niveau des SPM. Au niveau des entreprises aussi, c'est pareil. Elles-mêmes ne lisent pas. Tout ce qui les intéresse quand elles ouvrent un journal ou quelque chose, c'est la partie où il y a les dossiers, les avis d'appel d'offres. Là, il y a les arrêts de l'autorité de régulation où on a sanctionné d'autres entreprises pour tel motif opérationnel ou pas. Ça ne les intéresse pas. Et elles vont aller aussi faire les mêmes erreurs. Donc, c'est valable pour les deux. Je tiens à situer les responsabilités. Deuxième, je pense que j'ai dit, il y a... Oui, je pense que ça fait les 4. Hein. La question du régulateur, l'éducation, 2 parties et cas Banque mondiale. Voilà. Ce qu'il faut retenir en 4e point, c'est que les 2 parties ne sont pas opposées. Moi, ça me fait rire quand les gens pensent que les autorités contractantes et les entreprises ne sont pas dans le même bateau. Ce n'est pas 2 parties, ce n'est pas 2 camps. C'est le même camp parce que c'est l'amélioration de la commande publique. C'est lorsque vous allez vous retrouver devant des populations qui vont vous interpeller pour une route qui est mal faite ou qui a créé des accidents quelque part, que vous allez voir qu'en fait, de l'entreprise à AC, finalement, vous êtes tous des responsables. Vous n'êtes pas différents, en fait. Vous êtes dans le même bateau, finalement. Parce que vous êtes tous les deux les acteurs et co-acteurs de ce mauvais livrable-là. Vous êtes là dans le même bateau. Il faut que les gens comprennent ça. Et c'est ça qui va faire que vous devez être en éducation. C'est-à-dire, les DAO aujourd'hui, les dossiers d'appel à concurrence par extension, vous avez aujourd'hui la chance d'avoir des entreprises qui sont à la pointe parce qu'elles soumissionnent déjà à l'étranger sur certains projets Banque mondiale ailleurs et qui sont capables de vous faire des observations pour améliorer votre DAO. Donc, le secteur privé peut même former le secteur public. À travers le secteur privé a la capacité aujourd'hui de former le secteur public. Parfois, ils sont plus en avance que les SPM. Et c'est dans leurs demandes, dans leurs requêtes, dans leurs demandes de claircissement que les SPM arrivent à se corriger, se mettre à jour. Et aussi, il y a aussi des dispositions que les SPM introduisent dans leurs meilleures dispositions d'application des textes et aussi d'objectifs de résultats qui vont faire que le secteur privé aussi va être éduqué pour dire attention, ça désormais on ne fait plus ça. C'est comme ça qu'on fait. Et désormais, c'est le niveau de qualité qui est exigé. Donc les 2 parties sont ensemble et doivent s'éduquer mutuellement pour grandir. Et ça, ce n'est que les besoins satisfaits in fine qui vont vraiment être satisfaits. Il faut qu'on comprenne ça. C'est très important. Donc voilà, très rapidement, j'ai pris de votre temps, Madame Guessant. Ce sont les 4 points que j'ai voulu rapidement aborder en termes de sensibilisation finale. Merci beaucoup et on va vous écouter et avant de clore ce webinaire qui a été intéressant parce que là, je pense qu'on est en train de dépasser 1h30. Mais c'est très intéressant. Je savais qu'on aurait dépassé le temps imparti parce que Mais non, ça va, hein, les gens sont là. C'est un point sur lequel, bon, enfin, c'est la continuité de ce qu'on avait fait la dernière fois lorsque on a Mais eu... Madame Guessant, dites-moi, Oui. peut-être devant témoins, devant près d'une quarantaine de témoins, je ne sais pas si on en avait parlé, mais est-ce qu'on ne peut pas organiser une formation? Parce que ça, c'est un sujet que vous avez abordé sur YouTube la dernière fois avec moi. Et c'était une doléance qui venait de moi, M. Bassabi. Ah oui, il faut qu'on organise une formation où on a les 2 parties ensemble. Exactement. Parce que nous, on fait des formations, c'est le secteur public seul qu'on a en salle. Vous faites vos formations là-bas, c'est le secteur privé qui pense qu'il a raison. Le secteur public aussi, ici, nous aussi, on pense qu'on a raison. Mais à un moment, il faut que vous et moi, peut-être dans une même salle, en tant que formateur et co-formateur, qu'on puisse avoir les 2, c'est-à-dire le public mixte. Et comme ça, on va mieux situer les responsabilités en salle. Sinon, on va toujours sauter du coq à l'âne. Exactement. Donc voilà ce que je voudrais vous proposer. Je pense Comme que cette offre sera réussie. Je pense qu'ils nous prendront au mot. On va penser à la question et puis on va le faire parce que vraiment, je suis convaincue que cette formation-là, à l'issue de cette formation, il y aura de très bons résultats. Il y aura de très bons résultats.
Voilà. Alors, je voudrais remercier le cabinet Basse Consulting d'avoir eu confiance en moi par rapport à cette thématique. Et franchement, dit, c'est un plaisir parce que je me rends compte qu'on ne peut pas, on peut passer toute une journée à parler de ça parce qu'il y a tellement de Mhm. cas et des cas qui font rire et qui sont aussi dramatiques. Mais c'est vrai, il faille que, une chose est sûre, il faille que de part et d'autre de la pièce, on se rend compte que c'est la même pièce et nous sommes responsables. Toutes les deux parties sont responsables et toutes les deux parties jouent dans le même camp. Ce ne sont pas des parties adverses. Et tout ça, c'est pour l'intérêt de la nation. Je peux dire ça comme ça parce que si on veut faire des routes, on veut faire des écoles, on peut faire tout ça, c'est pour le bien de tout le monde. Et donc, si on veut rendre le monde meilleur, je pense qu'il faudrait qu'on s'y mette et qu'on le fasse avec le cœur, qu'on le fasse sérieusement, on ne pense pas seulement à des intérêts individuels ou personnels. Non. Donc, encore merci encore au cabinet Basse Consulting. Et puis, je reste ouverte pour la formation Mhm. secteur privé, secteur public, pourquoi pas. Et puis, bon, j'espère que les participants ont été satisfaits aussi de la prestation. Merci beaucoup, Madame Guessin, et je vais souhaiter bonne soirée à tout le monde de vos positions respectives et à bientôt, soit pour la formation avec Madame Guessin ou avec sur d'autres programmes de base consulting et aussi de votre cabinet Prasis CNE. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt, Monsieur Bassali. Merci.